Luc, on a évoqué ce matin quand on discutait stratégie, des différentes méthodes qui existent pour les boîtes pour faire de la croissance. On va dire méthode numéro un, la croissance organique, que tout le monde connaît, que tout le monde met en ce moment sur le devant de la scène, puisque avec la hausse des prix des ads et globalement le contexte un peu plus tendu qu'à l'époque, l'organique fait un vrai retour en force, comme on va dire comme au début des années 2000 avec les premières boîtes internet. La deuxième méthode, c'est on lève des fonds, on crame de l'argent en ads, on attire des utilisateurs sur son app et on espère que le ROI est bon, en tout cas à long terme. Bon, ça, c'est essentiellement la grande méthode qu'on a vue à partir de 2008-2010, on va dire. Uber, Airbnb, tu crames énormément, énormément de fric, souvent subventionné par les VC ou ce genre de choses, et ça te permet d'avoir cette croissance. Nous, c'est comme ça chez Will qu'on a commencé. Hein. Et tu vas parler d'une troisième méthode que j'aimerais bien que tu présentes à l'audience, parce que on va dire que c'est une voie du milieu, c'est une méthode pour réussir, même quand tu n'as pas assez d'organique, à rémunérer et à être en positif sur tes coûts d'acquisition. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous définir ça? Et à partir de là, on discutera de comment on peut la mettre en place dans des business, comment elle peut être utile et comment ça peut aider ceux qui nous écoutent à faire grossir leur business. Ouais, alors c'est une méthode qui vient de Russell Brunson. À mon avis, nos auditeurs doivent très certainement le connaître, sinon je vous invite à vous intéresser au personnage. Il a écrit plusieurs bouquins qui coûtent absolument que dalle, je crois une dizaine d'euros. Funnel Secret, Expert Secret, pour n'en citer que deux, qui sont vraiment géniaux. Et là, il a mis sur le devant de la scène le principe de tunnel de vente. Le principe de tunnel de vente, avec aussi le principe d'échelle de valeur, où en fait, au lieu d'essayer de leur vendre immédiatement quelque chose de cher ou immédiatement le produit final, on va essayer d'avoir un coût d'acquisition qui soit immédiatement positif. Et généralement, lorsque on s'abonne à un produit, lorsqu'on veut vendre un produit, on a un coût d'acquisition client. Bon, le coût d'acquisition client, il est plus ou moins élevé en fonction de ce que l'on vend, il est plus ou moins élevé aussi en fonction du prix de ce que l'on vend. La grosse problématique de la plupart des business, c'est qu'ils vivent à perte pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, voire 1 an, 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un coût d'acquisition client qui ne va être rentabilisé qu'au bout d'un certain laps de temps. Il y a comme ça des boîtes, notamment des boîtes qui sont sous injection VC avec, avec l'argent des investisseurs, qui se disent OK, c'est OK si on chope un client pour très cher, qu'on n'est pas du tout en retard pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, parce que si le mec il reste suffisamment longtemps, on va finir par être rentable. Si la LTV, donc si ce que nous rapporte le mec sur le long terme est supérieur à notre coût d'acquisition client, même si c'est au bout de 1 an, 2 ans, ça nous va, on peut continuer comme ça. C'est une approche qui est hyper risquée. C'est une approche qui est hyper risquée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on vit dans le stress permanent de putain, on n'est pas rentable et on est à court de cash presque quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'a plus de cash, il faut relever des fonds, relever des fonds, relever des fonds. On est du coup hyper dépendant des boîtes VC. Et du coup, on est aussi hyper dépendant de la valorisation de notre boîte au moment où on veut lever de nouveau des fonds. C'est-à-dire que si on lève des fonds au début, 100 000 euros par exemple, une valo de 1 million, mais que derrière on n'arrive pas à amener des chiffres suffisamment intéressants, ça va être compliqué de justifier une nouvelle levée de fonds à une valo supérieure. Or, si on s'est basé comme stratégie d'acquisition client sur ce que je viens de dire, et que derrière on n'arrive plus à relever, on est dans la merde. Parce qu'on n'est plus dans la merde, on ne peut plus réalimenter notre croissance avec une nouvelle rentrée d'argent. Et puis aussi derrière, moi, ce qui me casse principalement les couilles, c'est le fait que on est dilué en permanence. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentable, on stresse, on est hyper dépendant des VC, il faut relever en permanence, donc il y a un défocus total année après année. Si on lève, j'ai jamais levé personnellement, mais si on lève tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, et en plus de ça, on se fait diluer à chaque fois. Et donc on voit finalement la part de notre gâteau diminuer à chaque fois, ce qui est terriblement stressant et qui, moi, me fait très flipper. Et donc, c'est pas une bonne méthode.
c'est pas une méthode, à part peut-être dans le cas où tu veux créer de billion-dollar compagnie, où tu veux créer le prochain Facebook, et finalement tu t'en bats les couilles d'avoir 10% de ta boîte, parce que tu sais que ton truc, il va valoir 50 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, comme Facebook, par exemple, aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même un sacré risque. Est-ce qu'on veut vraiment jouer est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre le risque? Ça dépend, ça dépend de vous. Donc ça, c'est la méthode, et j'ai envie de te dire, de presque 80% des startups, j'entends, hein. Pas des business en ligne, de 80% des startups, de dire, on a un produit, on va essayer de vendre le produit, on a un coût d'acquisition qui est plus cher que le cash upfront qu'on arrive à récupérer, et donc du coup, pour financer notre croissance et en même temps nous payer en même temps, on va être obligé de lever des fonds parce qu'on va être rentable qu'au bout d'un certain temps. Comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien précisé initialement, il y a aussi une seconde méthode qu'on voit de plus en plus depuis 5-6 ans, qui est la méthode Lemlist. C'est la méthode, on va créer une communauté, on va créer du contenu et on va essayer de rassembler les personnes autour de nous. Donc ça, c'est vraiment super cool. Par contre, dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire, j'ai pas vu beaucoup de startups réussir comme ça. Réussir à avoir une croissance suffisamment forte en se basant essentiellement sur l'organique. J'ai vu énormément de mecs dans le business en ligne faire ça. On a vu des agences faire ça, notamment avec, en France, Théo Lyon avec son agence Kudak, qui est un cas d'école, je trouve, de comment faire grossir une boîte en organique. Il a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi toute la partie cold mailing. Dans ce cas-là, il y a quand même des coûts, forcément, des coûts de mise en place du système, des coûts d'acquisition leads. Et aussi des coûts de l'équipe finalement, parce que le co-mailing, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de gestion des emails qu'on envoie. Donc il y a quand même un coût caché, mais qui est un coût beaucoup plus faible que des ads ou l'influence. Donc dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres boîtes. Il y en a forcément, mais une liste d'au moins 10 autres boîtes type startup, type tech, qui ont réussi à vraiment croître. Quand je dis vraiment croître, c'est au-delà des 2, 3, 4, 5 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, en se basant essentiellement sur l'organique et sur la création de communauté. Encore une fois, je connais beaucoup de gars dans le business en ligne qui l'ont fait. De la startup, je connais beaucoup moins. Et donc, du coup, on est dans un entre-deux de, OK, si on veut pas être dépendant des algorithmes des réseaux sociaux, donc avec de l'organique, et si on veut pas être dépendant des VC et du fait de ne pas être rentable et de stresser, de perdre des cheveux parce qu'on est en permanence obligé de relever des fonds, se diluer, perdre des parts et finalement ne pas savoir, être de l'incertitude de est-ce que je vais réussir ou pas. Parce qu'à la fin de la journée, si on a levé 3, 4, 5 millions, qu'il nous reste 10% de la boîte et qu'il y a une crise qui arrive, et c'est d'ailleurs un peu ce que l'on vit en ce moment, on n'arrive plus à relever des fonds. Et finalement, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, toutes les années de boulot, tout ce qu'on a construit, ne sert plus à rien parce qu'à partir du moment où on n'arrive plus à lever des fonds, on n'arrive plus à faire tourner la machine et le système, il meurt. Et donc, la troisième voie, c'est la voie Russell Brunson, c'est la voie tunnel de vente, c'est la voie chercher à être rentable en front immédiatement. C'est-à-dire, au lieu de payer cher pour avoir un client sur notre produit principal, on va faire en sorte de mettre un tunnel en place, on va vendre d'autres choses pour ensuite rediriger ces leads qualifiés, puisque c'est des leads acheteurs, vers le produit principal et avoir un CAC, ce que j'appelle un CAC positif, c'est-à-dire gagner de l'argent en onboardant des personnes sur le nouveau produit parce qu'on leur a vendu des choses en amont, on a été break-even initialement et donc les personnes vont pouvoir accéder à notre produit sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Et donc comme ça nous permet de financer notre croissance parce que quoi qu'il arrive, on est rentable dès le début. Et donc, on est rentable jour 1, mais aussi année 2, année 3, année 4, si on a une LTV suffisamment bonne. Concrètement, comment ça se passe? Tu peux nous donner un cas concret? Parce que moi, les tunnels de vente, ça fait longtemps que j'en entends parler. Et je connais plein de mecs qui ont été non rentables en mettant en place des tunnels de vente. Est-ce que là, tu as plus de précision sur la méthode de comment ça se passe? Ou comment tu décrirais un cas concret un vrai cas concret? Alors, c'est une excellente question. Ce qu'il faut savoir, c'est que tunnel de vente, ça englobe tout et rien à la fois. C'est-à-dire qu'un tunnel de vente, tu peux avoir un tunnel de vente avec un seul produit. C'est ce que fait par exemple un Jeremy Coleman qui, j'allais dire qui est au sein du sanctuaire, mais peut-être que du coup je vais couper l'exemple, mais c'est ce que font un certain nombre aujourd'hui d'infopreneurs. Ils vont avoir des produits à étiquette, ils vont avoir un tunnel de vente type donc ads, landing page, ensuite une VSL et ensuite un appel téléphonique puisque le produit il a étiquette. Même si le coût d'acquisition client est de 1000, 2000, 3000 euros, c'est OK parce qu'ils vendent un produit à 5000, 7000, 10 000 euros. Donc ça leur permet quoi qu'il arrive d'être rentable. Donc ça c'est ce que font les personnes qui sont en high ticket, qui arrivent à vendre un infoproduit donc avec des marges
extrême parce qu'il y a aucun coût finalement, puisque c'est de l'infoproduit à part le coût d'acquisition client. Et en plus, qui résout un pain point extrêmement spécifique. C'est aussi la chance de l'infoproduit. L'infoproduit, on a envie de perdre du poids, on achète un infoproduit comme ça. On a envie de gagner de l'argent, on achète une formation. Si tu veux vendre un Lemlist, par exemple, c'est compliqué de cibler exactement ce pain point-là. Vous allez gagner de l'argent? Bah non, en fait. Vous allez gagner de l'argent de manière indirecte parce qu'en fait, c'est un outil qui vous permet de faire du cold mailing qui, derrière, va peut-être vous permettre de trouver des clients. Donc, c'est directement beaucoup plus compliqué de vendre sur du très étiquette et en plus, beaucoup plus compliqué de vendre, d'être rentable dès le début et d'avoir un taux de conversion vraiment élevé. Donc, ça, c'est les tunnels de base. Donc ça, aucun rapport avec ce qu'on vient de dire finalement, puisque c'est les personnes qui vont essayer de vendre le produit directement en front. C'est ce que font encore une fois les agences, quelques SaaS et les infoproduits. Le tunnel, les funnels SLO, le but en fait, c'est de prendre le produit principal et de le mettre un peu plus loin dans le tunnel. Au lieu de le mettre en front, on va le mettre en back. Exemple par exemple avec le sanctuaire. Okay, ce que je pense que l'on va faire, ce que j'aimerais bien pouvoir mettre en place, c'est au lieu de proposer le sanctuaire en front dès le début avec des ads, le mettre beaucoup plus loin et en amont pousser en publicité un produit tierce qui va s'adresser directement à notre cible, donc pas spécifique et suffisamment large, assez spécifique pour que ça ne s'adresse pas non plus à monsieur et madame tout le monde, mais suffisamment large pour s'adresser à tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise, qu'on peut mettre à 67 € par exemple. Un produit à 67 € avec une offre absolument irrésistible, un truc que tout le monde adore. Ok, ils arrivent. Imaginons qu'on a un coût d'acquisition client à 100 €. J'ai des bêtises. Ce qui me paraît déjà élevé pour ça, mais imaginons qu'on a un coût d'acquisition à 100 €. Ok, on vend quelque chose à 67-70 €, donc on a 30 € de perte. Mais si derrière on met un bump c'est une option supplémentaire qu'on va pouvoir mettre directement sur la page de vente. Donc on a par exemple, j'ai des bêtises, mais on vend quelque chose pour le copywriting, c'est pas ce qu'on va faire, mais imagine que l'on fait ça. Et bien dans le bump, on peut imaginer des templates, 100 templates à trous, juste pour finalement pour optimiser nos pages de vente. Ok, bon, on rajoute 20 €. Ok, c'est intéressant. Et qu'après, on met un upsell, deux upsells, trois upsells, qui finalement, à la fin du tunnel, nous permettent d'avoir un coût d'acquisition rentable. Et donc, à la fin, on arrive avec un lead extrêmement qualifié puisqu'il appartient totalement à notre cible, parce que c'est un lead acheteur, et donc c'est une personne qui va être plus à même d'acheter le produit principal, qui va être plus loin dans le funnel. Et surtout, le produit principal, d'un coup, le coût d'acquisition client, il est de 0. C'est comme finalement de l'acquisition organique qui nous coûte 0 €, mais que l'on peut mettre à l'échelle, puisqu'à partir du moment où on est rentable, on peut augmenter le nombre de sous que l'on met dans la machine. Je sais pas si c'est très clair, n'hésite pas à m'en parler. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, ma deuxième question, alors je le comprends parfaitement avec un infoproduit, une formation, même un truc d'agence, tu vois, à la limite. Maintenant, quand tu as un produit de start-up pur jus, comment tu peux le jouer? Je t'explique. Enfin, prenons l'exemple de Uber. Uber était théoriquement pile poil dans le cas que tu décrivais avant. Uber a levé des milliards. Uber a fait 10 ans, je crois, au moins 10 ans de perte avant d'être rentable. Comment tu joues le coup Uber avec une stratégie comme ça? Parce que Uber, quelque part, bon, c'est méga simple. Tu as une course, elle te coûte tant. T'espères être rentable sur la course, et puis il te faut énormément de volume pour, on va dire, éponger l'ensemble des coûts fixes. Création de l'app, recrutement des chauffeurs, les bureaux, le salaire, le RH, les ads pour se faire connaître, évidemment. Tout le reste de la boîte qui fait que la boîte fonctionne. Comment tu pourrais dupliquer une stratégie de ce style-là pour un produit comme, prenons Uber, mais tu vois, comme Uber, comme Airbnb, comme WeWork, comme tout ça, quoi. Alors, c'est une excellente question. Je pense que pour certains produits, ça ne marche pas. Ou alors, il faut vraiment se creuser les méninges. Pour du Airbnb ou du Uber, je vois pas comment on pourrait faire. En plus, je vois pas comment on pourrait faire. Par contre, sur du WeWork, là, il y a matière à réfléchir. D'ailleurs, je pense que sur WeWork, ce qui leur coûte le plus cher, finalement, c'est pas le coût d'acquisition client. Je crois. Hein. Je pense que ce qui leur coûte le plus cher, c'est surtout les baux qu'ils louent. Mais c'est lié. En fait, c'est lié. C'est que pour avoir un coût d'acquisition client faible et se faire vraiment connaître, ils ont mis des bureaux pas chers.
Et donc, le coût de la location devenait plus cher que ce qu'ils réussissaient à faire louer, à moins qu'il soit à 100% ou à 95% de la jauge. C'était plutôt ça. Tu vois, le problème venait plutôt de là. Mais, admettons, tu vois, moi, je te prends un exemple. Moi, si j'avais été WeWork et que j'essaye d'appliquer la méthode que tu viens de donner, WeWork aurait pu faire, tu vois, payer à n'importe quoi, 5 euros par mois un espace virtuel, tu vois, un espace de travail virtuel où tous les membres se connectent, tu vois, enfin, où tous les membres peuvent s'échanger des trucs, genre réseau social de taf ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Et ensuite, tu essayes de les faire venir au bureau en disant, bah, tous les mecs qui vont adhérer à ça, potentiellement, c'est des mecs qui ont envie de venir travailler en vrai et de venir dans mes WeWork consommer du vrai espace de travail. Et on est d'accord, c'est à ce genre de choses que tu penses quand tu décris cette. Alors, oui et non. Oui, oui dans l'idée, non dans la pratique. Ok, Parce que, en fait, le produit de base, ça va être un produit qui résout un problème extrêmement chaud de manière immédiate avec une offre irrésistible. Ce que j'appelle une offre irrésistible, c'est qu'on va leur vendre, on va leur promettre une promesse de dingue, on va leur proposer un produit fat, ils vont avoir 10 fois plus que ce pourquoi ils ont payé. Et derrière, on va leur dire, écoutez, derrière, vous pouvez en plus accéder à nos bureaux. Et donc, moi, personnellement, ce que j'aurais fait pour WeWork, puisqu'il s'adresse beaucoup aux chefs d'entreprise, moi, je pensais initialement d'ailleurs que WeWork, c'était pour les entrepreneurs, mais de ce que j'ai vu, c'est surtout pour les startups qui veulent ne pas payer leur bureau trop cher. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est peut-être proposer un premier produit pas très cher en leur disant, écoutez, pour les chefs d'entreprise en l'occurrence, en leur disant, écoutez, voici une formation complète pour manager vos équipes, pour scaler votre activité ou que sais-je. Un truc à 50 euros d'une valeur de 5000, alors ça peut paraître bullshit de dire ça, mais c'est en termes de valeur que l'on met dedans. On va mettre de la formation à faire intervenir des mecs incroyables, etc., etc. Les mecs qui vont avoir pour 10 fois ce pourquoi ils ont payé. ouais. Derrière, on va pouvoir leur dire en upsell, écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à nos bureaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut qu'il y ait une certaine logique de la continuité de l'offre. Donc c'est pour ça que dans la théorie, ton idée fit peut-être mieux. Dans la pratique, en front, je pense que ça t'aurais jamais t'aurais jamais pu être rentable avec ce genre de choses. Donc peut-être que j'aurais essayé de cibler ce pain point principal et puis les amener beaucoup plus vers le WeWork. Mais après par exemple, sur du Lemlist ou sur du ClickFunnels, ces trucs, ok, ils vendent comment faire des tunnels de vente. Bon, bah, en front, ils vendaient un bouquin un bouquin gratuit. C'était un bouquin gratuit sur comment faire les tunnels de vente. Il fallait juste payer les frais d'expédition. Donc, je crois que Ok. ça coûtait 9-10 euros. Ensuite, tu avais un bump. Ensuite, dans les upsells, tu avais formation complète, comment passer de 0 à 10 000 euros. J'ai la bêtise. Ensuite, en upsell 2, tu as, des templates géniaux. Ensuite, en upsell 3, tu as si. Ensuite, en upsell 4, tu as possibilité de tester gratuitement pendant un mois ClickFunnels. Et ensuite, on passe à 99 euros par mois. Donc, ça leur permet à la fin d'avoir des personnes qui sont onboardées sur ClickFunnels pour 0 euros, voire gagner de l'argent à chaque fois que quelqu'un s'onboard sur ClickFunnels, en plus de ce qu'ils vont payer sur le tool. Et donc, ça, finalement, pour du WeWork, je pense que ça peut être assez facilement, on peut trouver un funnel qui est rentable comme ça. Mais la grosse difficulté de ça, Alex, la grosse difficulté de ça, et c'est pour ça que très, très peu de personnes le font, c'est que c'est compliqué. Il y a très peu de personnes qui sont fortes pour mettre en place ce genre de funnel. Il y a très peu de personnes qui arrivent à être rentables sur ce type de funnel, à trouver les bonnes offres, les bons produits et à avoir le bon type de copywriting. Et donc, c'est quand à côté de ça, tu peux, entre guillemets, avoir la solution de facilité, je mets des grosses guillemets, hein, pour lever des fonds, tu as du cash gratuit. Et derrière, tu peux te dire, bon, bah, je m'en fous finalement si mon client il est pas rentable immédiatement, puisque j'ai du cash pour 3 ans. Donc, si je suis rentable au bout de 6 mois, ça me va. Bah, la majorité vont se tourner vers ça. Ouais, non, mais je comprends, je comprends la stratégie. Et est-ce que, deuxième question, tu le sais aussi bien que moi, on parle énormément de focus. Quand tu vends un truc, tu vends pas 15 trucs. Quand tu te concentres sur un truc, tu vois, t'es focus. Est-ce que trouver des produits, même si j'entends complètement qu'ils sont là pour vendre le produit, même si j'entends complètement qu'ils font partie d'une chaîne de valeur qui semble logique, est-ce que vendre d'autres produits, c'est pas quelque part un défocus? Je te donne un exemple. Quand tu prends les boîtes qui ont le mieux marché et que tu prends, encore une fois, on prend Uber, Airbnb, mais on peut prendre Apple, on peut prendre
On peut prendre Microsoft, c'est un tout petit peu différent, mais on peut prendre Google. Quand tu vas les voir, je te parle pas de ce qu'ils ont racheté après, le fait qu'ils aient YouTube, qu'ils aient machin, mais tu sais ce que la boîte, elle fait. Tu vois. L'argent des VC, ça te permet aussi un truc, c'est de te focus à 200% sur un produit. Alors oui, tu n'es probablement pas rentable sur l'acquisition au départ. Par contre, tu as tout ton esprit et tout l'esprit de ton équipe pour se focuser sur un produit unique que tu essayes de faire le meilleur du monde. Airbnb, c'est la meilleure plateforme au monde pour prendre des nuits, tu vois, des nuits chez d'autres habitants. Uber, c'est la meilleure plateforme au monde de VTC. Google, c'est le meilleur moteur de recherche au monde, tu vois. Et est-ce que tu penses pas, je me fais l'avocat du diable, j'en ai aucune idée, mais est-ce que tu penses pas que en appliquant cette technique, certes, tu te dilues moins, certes, tu as un meilleur CAC, hein, factuellement, si tu prends les coûts rapides, mais est-ce que sur le long terme, tu défocuses pas ta boîte et du coup, tu n'as pas le risque de moins performer, disons, sur une période de 10 ans, à long terme, quoi. Bah, c'est une excellente question et en plus, tu t'adresses à une personne qui a toujours loué la puissance du focus. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi qu'à partir du moment où tu es focus sur un seul produit et que tu vas le développer à fond et que toute ta communication est uniquement autour de ce produit, communication ads, réseau, bah c'est extra. Seulement, le pivot de réflexion que j'ai fait depuis ces dernières semaines, c'est que tu as la théorie et après tu as la réalité. Tu as ce qui est le mieux dans le fait de pouvoir, dans ton bien-être mental, professionnel, de dire ah, j'ai un seul truc, c'est simple, c'est trop cool. Et puis il y a la réalité économique. La réalité économique, c'est que si, alors, si tu veux être dilué et jouer le jeu des VC, let's go. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a un gros deal. Il y a un deal qui est plus long terme. C'est ça, en fait. C'est aussi la question du le coût caché long terme vs court terme. Forcément, sur le court terme, tu te dis trop cool, j'ai de l'argent rapide. Versus l'autre chose, bon, bah, tu te dis j'ai eu des focus, c'est un peu chiant. Par contre, le coût caché long terme, c'est que tu vas devoir rendre des comptes en permanence. Ça va être un défocus, ça va te créer de la charge mentale, ça va te créer du stress, tu vas te diluer en permanence. Même toi, tu vas te poser des questions sur finalement, est-ce que ça vaut le coup que je m'y implique autant parce qu'il me reste plus que 20, 30, 10% de la boîte. Est-ce que je vais réussir à nouveau à lever? Est-ce que mes investisseurs ils vont être contents? Etc. C'est quand même des coûts cachés sur le long terme, quoi. Donc, face à cette réalité, tu te dis, OK, si je veux pas lever de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Bah, il faut être malin. Il faut être malin et il faut te dire, finalement, ce qui m'empêche de croître et de scaler, c'est que je peux pas mettre plus d'argent que ce que j'en possède aujourd'hui parce que j'arrive pas à être rentable avant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, il faut que je réduise ce temps-là. Et donc, il faut que je sois rentable le plus rapidement possible. Et là, il faut être imaginatif, il faut être créatif. Comment arriver à être rentable le plus rapidement possible? Bon, bah, les mecs comme Russell Brunson et d'autres personnes des États-Unis, encore une fois, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je crois que Russell Brunson, c'est 2017, le bouquin, si j'ai pas de bêtises. Ils se sont dit, OK, on va essayer de mettre en place ce système-là. On est rentable jour 1, en fonte, on met 1 euro, il y a 2 euros qui arrivent. Donc, quoi qu'il arrive, je peux remettre à l'infini du budget. Et quoi qu'il arrive, je vais avoir du trafic qualifié qui ont déjà acheté qui va être propulsé sur la plateforme. Donc, finalement, le vrai challenge de ce système-là, comme tu l'as dit, c'est essayer de créer quelque chose qui ne soit pas un défocus. Et donc, si on arrive à la fois considérer qu'en fait, c'est pas un défocus, c'est juste une petite partie du produit qu'ils vont recevoir après, et qu'après, les personnes, ils vont consommer ce produit à l'intérieur du produit principal. Et en plus, ça peut être limite un onboarding gratuit. Comment dire? Aujourd'hui, les SaaS, c'est onboarding gratuit. Vous pouvez tester l'outil. Vous avez accès à la plateforme. Donc, il y a une sorte de relation qui se crée immédiatement. Et en plus, ils testent. Sauf que c'est gratuit, l'onboarding, c'est gratuit. Ils perdent de l'argent à chaque onboarding gratuit. Si, eh bien, les produits annexes que l'on propose nous permettent d'avoir d'être rentable directement au front et permet aux personnes de consommer ce produit sur la plateforme principale, ils vont pouvoir être directement immergés dans ce produit et donc derrière peut-être augmenter les taux de conversion en plus sur le produit principal. Et donc, c'est un peu la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire comment est-ce que je peux créer, mettre en place ce funnel-là sans que ce soit un défocus et derrière, en ne diminuant pas la visibilité du produit principal. C'est la vraie chose. Mais voilà, fondamentalement, je suis d'accord avec toi. C'est un défocus.
création de produits, création de tunnels. Si ça marche pas, il va falloir tester autre chose. Mais il y a une réalité économique. Donc, soit on arrive à être malin, et d'ailleurs, c'était ce qu'on avait essayé de faire initialement avec le CEO Briefing, qui marche d'ailleurs, ça marche, sauf que c'est quand même, c'est pas très, c'est, le flow de lead n'est pas toujours aussi qualifié qu'il devrait être. Et donc, du coup, ça crée pas mal de problèmes, pas mal de goulot d'étranglement, notamment au niveau des appels qu'on a. Mais donc, soit on arrive à être suffisamment créatif pour être rentable en gardant le focus, soit, eh bien, on est réaliste et on se dit, bah, il faut trouver d'autres solutions sans avoir à se diluer. Ouais. Et là où je suis par contre d'accord avec toi, et où je suis un gros défenseur de ça, c'est je trouve que beaucoup d'innovations viennent du fait de mélanger les méthodes. Il y a beaucoup de mecs de l'agence qui ont emprunté des trucs à l'infoprenariat. Des mecs de l'infoprenariat qui ont emprunté notamment les méthodes liées au SaaS, aux startups. Et je trouve que s'il y a un truc qui marche moins, c'est les startups ont plus de mal à emprunter aux méthodes d'agence et d'infoprenariat, tu vois, d'infoproduits et ainsi de suite. Et je trouve que de plus en plus, quand même, vu que, encore une fois, les financements de VC se sont un peu taris et tout ça, on voit quand même de plus en plus de fondateurs de startups qui tentent des trucs qui sortent un peu de la niche habituelle. Et ça, je trouve que c'est hyper rafraîchissant, entre guillemets, dans le sens où ça permet. Enfin, c'est parce que des dizaines de mecs vont se confronter à ça qu'au final, on va, tu vois, devenir meilleur en trouvant des méthodes, en craftant des trucs. Et quelque part, l'entrepreneuriat, et je me faisais la réflexion, aujourd'hui, l'entrepreneuriat en startup, c'est presque devenu mainstream, tu vois. On est parti d'un monde de pirates, de mecs bizarres dans des garages à qui personne ne faisait confiance, à c'est devenu stylé de monter une startup et c'est devenu, déjà, c'est complètement accepté euh, en termes de société, et puis c'est presque devenu stylé, tu vois. Mais du coup, tu perds ce côté pirate. Tu perds ce côté, tu vois, je me confronte à des choses qui sont théoriquement inhabituelles et puis je bouge les codes. Et du coup, les infopreneurs ont un peu repris ce truc-là de je bouge les codes, je tente des nouveaux trucs. Alors, on aime, on n'aime pas, on trouve que ce qu'ils font, c'est du pipeau. Enfin, chacun met le truc où il veut, mais j'ai aucun jugement là-dessus, moi. Je pense que chacun doit avoir son activité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont devenus, en tout cas sur le positionnement et sur un paquet de trucs, plus innovants, entre guillemets. Je ne parle pas de technologie, évidemment, mais ils sont devenus plus innovants sur la manière de distribuer le produit. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a vachement bien marché avec les histoires de, comment on appelle ça, de communauté, quelque part. Et puis, tu as des mecs à mi-distance. Tu as des Greg Eisenberg, par exemple, aux États-Unis, qui sont à mi-distance entre de la communauté, de la construction de start-up studio, d'agences en même temps, et qui te font une espèce de masse informée. Tout ce genre de trucs, ça pousse le message, si tu veux. Et si demain, je pense, les nouvelles startups qui arrivent commencent, ou même des existantes, hein, commencent à mettre des modèles empruntés à d'autres en place, c'est là qu'on va redevenir innovant. Et c'est là qu'on va, tu vois, faire tomber des barrières et il va se repasser des trucs. Et je pense que on manque un peu de ça. Et alors, j'arrive pas à savoir est-ce que c'est en France, en Europe, est-ce que c'est pareil aux États-Unis. Tu vois, je trouve qu'on parle beaucoup moins ces dernières années de nouvelles méthodes de commercialisation, de nouvelles méthodes de go-to-market, de grosses hacks. Quand moi j'ai commencé, tu vois, j'exagère, mais toutes les semaines, tu avais un truc de gros hacking qui sortait. À base d'histoires, de mecs qui tentent des trucs un peu what the fuck. Là, on a l'impression, enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi, ça me donne, c'est beaucoup de choses ont déjà été tentées et on refait que des méthodes, tu vois, ça sent un peu le réchauffé. Et je trouve que pour euh, aller encore plus vite et encore plus loin, il faudrait emprunter aux infopreneurs, aux influenceurs, aux créateurs, à tous ceux qui sont aujourd'hui un peu plus novateurs, leur emprunter leur méthode. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, ça se fait un peu, hein. Ça se fait un peu, ça se fait de plus en plus. Attention, hein, je suis entièrement d'accord, hein, ça se fait de plus en plus et on voit des initiatives. Je dis juste qu'elles ne sont pas encore en mode, tu vois, tout le monde attaque dans cette direction. Comme à un moment sur le gros hacking, tout le monde s'est mis à attaquer. Du coup, tu vois, le space gros hacking est vraiment devenu un truc hyper important. Tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas encore cet emballement. Il y a des tests, il y en a plein, on peut en trouver, mais il n'y a pas encore l'emballement. C'est plus de ça dont je parle. En fait, je pense qu'il y a deux murs principaux. Le premier mur, c'est le mur du ah bah non, moi ça me ressemble pas.
je veux pas faire des trucs trop agressifs, je veux pas faire quelque chose qui soit de l'infoproduit, parce on parle d'infoproduit aussi peut-être en front. Hein. C'est pas recréer un produit tech de A à Z, c'est vendre de l'infoproduit, c'est d'aller chercher du vendre d'infoproduit, un bouquin ou que sais-je. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont soit dans cet état d'esprit de ah non c'est trop agressif, soit dans l'état d'esprit ah je veux être focus, non je veux un seul truc, let's go. Et la seconde raison, c'est que même pour ceux qui essayent, c'est quand même très compliqué. Très compliqué. Ça demande vraiment des gros skills de copywriting, des gros skills de tunnel de vente, comprendre en fait quel produit est-ce qu'il faut mettre en front, quel bump, avec quel upsell, il faut des trucs ultra complémentaires. Et puis, il faut que l'acquisition au niveau des ads soit aussi parfaite. Donc, en fait, il y a beaucoup d'étapes. Il y a les créatives, il y a la gestion des ads, il y a le produit 1. Il faut que le produit 1 soit suffisamment attractif. Il faut que le bump soit suffisamment attractif, suffisamment complémentaire. Il faut que l'upsell 1, l'upsell 2 puisse se vendre suffisamment pour derrière être rentable. Et donc, du coup, ça crée quand même du travail en amont. Il faut beaucoup, beaucoup de compétences. Et donc, les quelques personnes qui tentent, et d'ailleurs, même juste les infopreneurs, lambda, entre guillemets, qui ne font que ça, qui n'ont aucun produit tech derrière, se cassent les dents. La plupart, alors, ceux qui réussissent, ils réussissent hyper bien. Hyper bien. J'ai de nombreuses connaissances qui ont fait très jeunes, à 19 ans, des millions d'euros dans le B2C avec ce type de tunnel de vente-là. Donc, c'est des trucs qui marchent bien, avec vraiment produit pas cher, et puis après, on augmente au fur et à mesure avec 10 upsells, ce que tu veux. Des trucs légaux, quelquefois border, mais légaux. Mais c'est très compliqué. Et la majorité, même les personnes qui ne font que ça de leur journée, galèrent. Et donc, faire ça sur le milieu de la startup, en plus, est-ce que finalement, ça correspond à ton groupe d'appartenance? Puisqu'il y a aussi une grosse réflexion de. Le statut joue énormément en fait dans la prise de décision. C'est un truc de dingue. Hein. C'est est-ce que finalement je m'éloigne ou pas de mon groupe de référence en faisant ça? Non pas le groupe d'appartenance, pardon, vraiment le groupe de référence. Bon bah si je fais ça, bon bah non, c'est pas la mode, c'est bizarre. Que vont dire mes investisseurs? Que vont dire mes partenaires? Que vont dire les gourous que j'admire? Donc voilà, je pense qu'il y a deux gros blocages. Celui du focus, celui du que vont penser les personnes à qui je vais être. Et le second blocage, c'est que c'est extrêmement compliqué. Et puis, pour être honnête, peut-être aussi que ça ne s'applique pas à tout, comme tu l'as dit tout à l'heure. Airbnb, Uber, peut-être que des experts en marketing et en funnel SLO justement pourraient trouver des types de tunnels à mettre en place dans ce type de business, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ou même alors des produits qui sont vraiment ultra étiquettes. Est-ce qu'on peut trouver des funnels? Au bout d'un moment, quand ton produit est trop à étiquette, limite ça ne sert plus à rien. Parce que dans tous les cas, si tu arrives à signer un client, même si tu le payes 10 000 euros, mais que le truc, tu arrives à signer pour 100 000 euros par an, ça devient rentable. Moi, c'est complètement. Je réfléchis, j'ai essayé de me mettre à la place de ce que tu as dit. Et à la fois, moi, dans mon métier, je trouverais des trucs. Je trouve qu'il y a des méthodes d'entrée. Donc, je vois comment déployer le truc. Et je me dis, OK, mais si je le fais, est-ce que je n'attaque pas, tu vois, quand moi je négocie avec des fonds ou des institutionnels, est-ce que je n'attaque pas ce côté institutionnel, tu vois? Est-ce que quelque part, le truc est tellement à étiquette que dans tous les cas, je vois mal un fonds venir comme ça. Je vais trouver une nouvelle niche de clients. Mais tu vois, mais d'un autre côté, avec ce que tu viens de dire, tu m'as donné envie de tester. Tu m'as donné envie de tester pour voir si, en effet, il y a moyen d'attirer plus de monde, tu vois. Pour, entre guillemets, moins cher en upfront. Ouais, bah, essaye. Après, si la cible, elle est très réduite, je sais pas si c'est si pertinent parce que là, on parle quand même de tunnels qu'on pousse sur les réseaux on ads. Mais après, si tu vises les portefeuilles moyens, j'allais dire monsieur et madame tout le monde, mais pas vraiment, quoi. Les personnes, si tu vises un public assez large, tu peux ramener des personnes très intéressantes pour ton activité derrière. Et aussi, c'est aussi la stratégie principale. C'est-à-dire qu'on va brasser large, on va être rentable sur ce large, et parmi ce large, il va y avoir quelques petites pépites qui, eux, vont devenir mes clients finaux. Et donc, toi, dans tous les cas, ça te fait connaître en front, ça fait connaître ton produit en front, et donc, en plus, tu es rentable sur ça, tu peux même plus que rentable sur ça, et derrière, tu chopes les quelques personnes qui t'auraient pas trouvé autrement. Et donc, ça te fait aussi beaucoup plus de volume d'investisseurs possibles pour ton activité. Après, c'est pas forcément la solution à tout, encore une fois. Mais je sais que dans ton cas, le call mailing, ou alors juste ce que tu fais depuis le début, beaucoup de réseautage finalement. Ah bah nous,
nous, il faut être honnête, hein, 80% de notre chiffre d'affaires est déclenché par 80, ouais, 80%, allez, pas 90, 80% est déclenché par du réseautage, du bouche à oreille et la qualité du produit. Tu as 10% de plus qui nous ont trouvé sur les réseaux, parce qu'on fait là ou parce que j'ai fait avant et qui du coup te contactent et de fil en aiguille. Et je pense que max 10% ont été acquis par, on va dire, de la communication. Enfin, aujourd'hui, on fait d'ailleurs plus d'ads, mais on va dire par de la communication plus classique. Et dernière question, si toi, tu revenais 5 ans en arrière, Ouais. si tu avais eu la possibilité de tester cette méthode, parce que je sais que tu avais fait des ads initialement pour récupérer du trafic, mais si tu avais eu la possibilité de tester cette méthode sans lever des fonds, et que ça t'avait permis justement de ne pas lever des fonds puisque d'être rentable immédiatement, est-ce que tu l'aurais fait ou pas? Alors, je vais te faire une réponse, je vais essayer de te faire la réponse la plus claire et la plus précise possible. Aujourd'hui, je te dirais que, évidemment, je l'aurais testé parce que, voilà, à l'époque, tu as dit un truc hyper important, c'est que je pense que je me serais dit, et surtout mes associés se seraient dit, attends, mais en fait, on est en train de faire un truc de Margoulin, c'est pas dans notre groupe, tu vois, et dans le, c'est pas un truc dont on peut se vanter au Startup Weekend du mois d'après. Euh, je sais pas, factuellement, honnêtement, j'ai envie de te dire, je pense que je ne serais pas allé jusqu'à le faire. C'est con, hein, c'est débile, mais je pense, enfin, si je te le dis maintenant, la réponse est oui. Si j'ai les connaissances de maintenant, la réponse est oui, parce qu'en fait, et à la limite, c'est même pas, tu vois, je lève des fonds et j'envoie 1 million d'ads et je tabasse le truc parce que je sais, et en plus maintenant je sais le retour que ça a potentiellement. Donc en plus, je suis encore plus rassuré auprès de le faire. Mais je pense que si ça avait été à l'époque, je me serais potentiellement mis des blocages. Et ça, c'est le message que moi je voudrais passer. Et d'ailleurs, c'est vrai pour ça, et c'est vrai pour tout un paquet d'autres trucs on pourrait faire un épisode un jour qui serait les blocages qu'on s'est mis et qui en fait sont débiles, tu vois. Et je pense, et je fais là-dessus un énorme mea culpa, je pense que moi je me suis mis énormément de blocages parce qu'il y avait un playbook à suivre. Parce que dans From Zero to One de Peter Thiel, on te dit il faut faire comme ça. Sauf qu'en fait, la morale de From Zero to One de Peter Thiel, c'est ça la méthode. Il faut toujours questionner la méthode, la remettre en cause et la péter si ça va pas. Il faut être contrariant en gros. Enfin, bref. Et après, il te dit ok, voilà ce qui a marché pour moi. Mais suivre un livre parce qu'il te dit ok, c'est A, puis B, puis C, puis D, bah, From Zero to One, il a plus de 10 ans maintenant, le bouquin, il est plus aussi vrai. Parce que plein de choses ont changé, et notamment sur Internet, sur la vague numérique, où les choses changent extrêmement vite. Je pense que c'est la réponse la plus complète que je pouvais faire, qui est oui, aujourd'hui je le referai. Donc si quelqu'un démarre, qu'il entende le conseil et qu'il se dise go, je teste des trucs, même si ça sort de ma zone de confort. Mais si quelqu'un voit le truc en se disant ah merde, je l'ai pas fait, je suis un con, bah non, t'es pas un con, c'est juste que c'est très difficile de sortir du mindset que tu as parce que tu te dis ouais, mais si je me crame, ouais, mais si après je peux plus lever, ouais, mais si je perds des partenaires, tu fais toujours un calcul qui est pas le bon en fait. Et donc avec un peu de recul, avec 6 ans, 7 ans de recul sur l'entrepreneuriat en général et plusieurs boîtes à mon actif, je me dis sans faire de trucs illégaux, de trucs graves, de trucs vraiment borderline, plus tu peux tester de choses, mieux tu te portes. Et est-ce que cette méthode aurait permis de sauver des boîtes dans lesquelles tu as été qui, euh, qui sont mortes aujourd'hui? Ça, c'est une excellente question. En fait, moi, alors, je prends tous les cas, sauf un, et on va revenir sur le un après, mais pour tous les cas que j'ai eus, je n'ai eu que des boîtes, enfin, les boîtes dans lesquelles je suis allé qui ont eu des problèmes, ça a été des problèmes pas forcément d'acquisition, honnêtement. Ça a été des problèmes de gestion une fois que la boîte était devenue un peu grosse. C'est-à-dire on va dire entre le seed et la série A. C'est pour passer de je commence à faire de l'argent. Le problème, c'était pas de faire rentrer de l'argent ou tu avais d'autres types de problèmes.
des problèmes de management, des problèmes d'overspend sur le nombre de personnes, des problèmes de calcul de cash burn où en fait tu te rends compte que merde, tu burnes plus que prévu parce que, enfin, j'ai pas eu le cas où, si tu veux, la pub nous a tués. Et il y a une boîte qui est entre guillemets morte avant cette période-là, et elle, ça aurait pu marcher, mais je sais pas comment. Je peux Ah, mais c'est difficilement, intéressant parce que je peux c'est intéressant. difficilement faire la stratégie. Ok, désolé. Ok. Vas-y, vas-y. Bah, en fait, c'est intéressant parce que même ceux qui sont entre les deux étapes, finalement, les problématiques de cash burn, bah, c'était des personnes qui se sont sentis pousser les ailes parce qu'ils avaient levé des fonds et qui justement n'étaient pas. Parce que la force aussi de ne pas lever des fonds, c'est être hyper proche de ces tableaux Excel et de se dire tous les jours, OK, combien est-ce que d'argent est rentré, combien d'argent sont rentrés et à quel point je suis rentable. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne même pas se poser la question de bon, et au bout de combien de temps est-ce que je vais être rentable? Non, dès jour 1, je suis censé être rentable et donc il n'y a plus cette problématique de putain, je burn trop de cash parce que quoi qu'il arrive, ok, certes, je burn du cash, mais j'ai un fonds de roulement qui me permet de le faire. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que sur certaines, ça aurait pu un peu changer des choses. Par contre, là où, en fait, là où, pour être plus précis, c'est par contre sur celles qui marchent et qui ont réussi, je pense que ça aurait pu aller plus vite et avoir plus de volume et dans des conditions moins painful parfois. Parce que ce qu'on oublie de dire, hein, c'est que les boîtes qui marchent, il y a tout autant de moments painful. C'est juste que pour tout un paquet de raisons, on passe le moment painful. Mais je dirais, en fait, paradoxalement, je dirais que ça aurait plus aidé les boîtes qui fonctionnent que celles qui, dans tous les cas, ne fonctionnaient pas. Et je crois que Ok. ça, je crois que je te propose qu'on finisse là-dessus, mais je crois que c'est un point important. C'est, en fait, il n'y a pas de stratégie qui sauve une boîte qui ne fonctionne pas. Si la boîte, elle fonctionne pas, tu peux essayer ce que tu veux comme stratégie, il y a peu de chances que tu le sauves. Si par contre, tu as une boîte qui fonctionne et qui peut avoir des merdes, et qui peut avoir des difficultés, et qui peut, par mauvais management, lors d'une difficulté, mourir aussi, c'est celles-là qui sont sauvées par des bonnes stratégies. Mais si tu as un truc qui, de base, est foncièrement déficitaire, enfin, à un moment, on a monté une agence e-sport, enfin, une équipe, pardon, e-sport, on était foncièrement déficitaire, tu vois. On aurait pu faire de l'acquisition pour vendre deux, trois trucs à des. Mais on était foncièrement déficitaire. T'as zéro stratégie qui fonctionne. À part trouver un Émirati qui te met 50 milliards et puis tu vis sur des levées de fonds ad vitam aeternam et t'espères t'introduire en bourse comme. J'ai bouffé le nom. FaZe Clan, et puis voilà quoi. Et puis tu vends du marketing et tu deviens une espèce de média sous couvert de jeux vidéo. Enfin, et tu builds un truc un peu comme ça. Mais si t'es foncièrement déficitaire, t'es foncièrement déficitaire. Tu feras pas de magie parce que tu as deux, trois stratégies qui te font faire de l'acquise moins chère ou de l'acquise rentable. Parce qu'après, tout le reste du truc qui te permet de vendre ton produit est dans tous les cas foncièrement déficitaire. Et dans le pire et dans le meilleur du meilleur des cas où tu réussirais à sauver la boîte grâce à cette stratégie, c'est ton produit d'appel qui en fait ferait vivre le truc et pas ton vrai produit. Et donc, c'est un peu un non-sens, tu vois. Je crois. Bon, dans tous les cas, c'est hyper intéressant. Nous, enfin, on va voir de notre côté ce qu'on met en place du coup pour le sanctuaire. Pour l'instant, on est ultra rentable, hein, pour être totalement transparent. Et on va s'arrêter sur ça, mais on est ultra rentable. On a un ROS entre 1,5 et 3 aujourd'hui tous les mois. Mais c'est la première fois que je base la croissance sur une stratégie d'acquisition payante. Toutes mes autres activités, c'était sur de l'organique, donc la question ne se posait même pas finalement. Après, c'était des petits groupes, on ne dépassait pas les 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, même si finalement c'était du soloprenariat, donc c'était pas dégueulasse. Dans une stratégie, on veut aller vraiment beaucoup plus loin avec un business plus ambitieux, on est obligé de passer par de l'ADS. La question réellement se pose. Je suis en plein dedans, donc on va essayer de vous tenir au courant
de ce que l'on fait, de si ça marche, pour que derrière, vous puissiez aussi, pourquoi pas, prendre ces stratégies pour l'appliquer à votre activité. Voilà, écoutez, à dimanche prochain. À dimanche prochain.